Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les 4 principaux mouvements que l'on peut retrouver en horlogerie. Je vais vous parler du mouvement à quartz, des 2 mouvements mécaniques, donc celui à remontage manuel et celui à remontage automatique, et le dernier dont je vais vous parler est le mouvement à tourbillon. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type et nous, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite. D'abord, avant de commencer, définissons ce qu'est un mouvement. Si vous voulez, un mouvement est un ensemble de pièces motrices qui permet de faire fonctionner une montre. À l'heure actuelle, les mouvements les plus répandus sont les mouvements à quartz et de très loin, ainsi que les mouvements mécaniques. Le premier mouvement que je vais vous parler dans cette vidéo est le mouvement à quartz. Les montres bracelets à quartz sont relativement récentes dans l'univers de l'horlogerie puisque leur invention remonte aux alentours des années 60. C'est justement la marque Seiko qui commercialise l'un des tout premiers modèles, la Seiko 35 SQ en 1969. Et c'est d'ailleurs à la suite de la commercialisation de ce modèle que Seiko a provoqué la fameuse crise du quartz dans les années fin 70 début 80. Car justement, les montres à quartz, étant moins chères que les montres mécaniques, ont littéralement bouleversé le marché et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclin de l'horlogerie suisse. C'est d'ailleurs durant cette période que beaucoup de marques suisses ont sorti de nombreux modèles à quartz. Même si les montres à quartz sont moins prestigieuses que les montres mécaniques, car elles ne témoignent pas du même savoir-faire horloger, elles sont néanmoins beaucoup plus précises. Pour le fonctionnement, le mouvement à quartz est constitué d'un circuit électronique animé par une pile dont l'énergie de la pile permet de faire vibrer un oscillateur à quartz et donc de faire marcher la montre. Il existe 2 types d'affichage différents. Il y a l'affichage dit analogique, ce sont les montres à aiguille, et l'affichage dit numérique, c'est-à-dire les montres avec un écran d'affichage numérique. Bien que ultra précises, les montres à quartz se destinent aux personnes en quête de fiabilité. Animée par une simple pile, la montre à quartz coûte beaucoup moins cher qu'une montre mécanique. Même si en soi, il y a certaines marques qui proposent justement des modèles haut de gamme à quartz. La principale qualité que je pourrais donner à une montre à quartz est bien sûr sa précision. Une montre à quartz a quand même une petite marge d'erreur qui se calcule généralement en dixièmes de seconde, même si cela reste négligeable contrairement à une montre mécanique. Petit inconvénient mais qui pourrait également être un avantage, c'est qu'une pile a une durée de vie limitée. Même si la pile tient généralement des années pour certaines, et c'est durant cette période qu'il n'y aura aucune intervention ni révision à faire sur la montre, contrairement aux montres mécaniques. On a juste à changer la pile et c'est reparti pendant des années si on en prend soin bien sûr. Passons désormais aux montres mécaniques. Pour les montres mécaniques, on distingue 2 types de mouvements. Il y a le mouvement mécanique à remontage manuel ainsi que le mouvement mécanique à remontage automatique. Pour les montres à remontage manuel, donc le mouvement mécanique à remontage manuel, est le premier mouvement inventé dans l'histoire de l'horlogerie. Il est composé de pièces assemblées les unes aux autres à la main. Pour remonter sa montre, on appelle ça comme ça, il faut tourner la couronne qui actionnera le ressort et qui activera à son tour le mécanisme de la montre pendant une durée déterminée. Cette durée déterminée est plus ou moins longue et est appelée la réserve de marche. Passé ce délai, si la montre n'est pas remontée manuellement, le mécanisme s'arrête. Et donc, les aiguilles et tous les autres éléments présents dans et sur la montre, que ce soit la date, la jauge de réserve de marche ou même les autres complications s'arrêtent. Après, pour la réserve de marche d'une montre à remontage manuel, celle-ci peut varier en fonction du mécanisme qu'elle renferme. Ça peut varier de quelques jours à plusieurs dizaines de jours pour les plus performantes. Le mieux est de connaître la réserve de marche de sa montre et d'être relativement rigoureux pour éviter qu'elle ne s'arrête en pleine journée. Les montres à remontage manuel peuvent être aussi plus fines que celles à remontage automatique comme elles ne possèdent pas de masse oscillante et donc ont un boîtier légèrement plus fin. Après, le mouvement à remontage manuel a néanmoins son charme, le fait de remonter soi-même sa montre peut donner un petit plus. Le petit inconvénient pour moi, pour une montre à remontage manuel, c'est que ce type de montre demande une certaine rigueur puisqu'il faudra remonter régulièrement sa montre à la main. Après aussi, quand on remonte sa montre assez souvent, la tige ou le ressort sont des éléments assez fragiles, il faudra donc faire ça délicatement et faire attention à ça dans le temps, à ce que ça ne s'use pas trop vite. Dans le passé, ce remontage se faisait de préférence le matin, justement pour garantir à la montre un fonctionnement durant toute la journée. Aujourd'hui, la plupart des marques proposent de longues réserves de marche justement pour ce type de mouvement. Passons désormais au mouvement mécanique à remontage automatique.
À l'heure actuelle encore, plusieurs maisons horlogères revendiquent l'invention de la montre à remontage automatique. Mais beaucoup l'attribuent à Abraham Louis Breguet qui, au XVIIIe siècle, aurait perfectionné le système de retors, donc le système de masse oscillante. Comme le mouvement à remontage manuel, le mouvement à remontage automatique est un ensemble de petites pièces mécaniques agrémentées d'un rotor, donc une masse oscillante, qui se balance au rythme du poignet, ce qui permet de recharger la montre. Ce mouvement entraîne alors un jeu d'engrenage qui active le mécanisme de la montre. Tant que la montre est portée au poignet, elle se rechargera seule et n'aura donc pas besoin d'être remontée à la main. La réserve de marche d'une montre automatique varie en fonction du calibre. Cela peut aller d'une quarantaine à une cinquantaine d'heures environ, à plusieurs jours pour certaines, pour les plus performantes. Qu'est-ce qu'un calibre, vous allez me dire? Pour faire simple, le calibre désigne tout simplement le mouvement. Après aussi, il existe plusieurs types de calibres, mais je compte pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Donc si vous ne voulez pas remonter votre montre, veillez à ce qu'il y ait toujours de la réserve de marche. La montre à remontage automatique est le type de mouvement le plus apprécié des passionnés et les collectionneurs d'horlogerie car elle ne nécessite pas de réglage quotidien. Elle est donc plus pratique et plus fiable qu'une montre à remontage manuel. Par conséquent, elle n'a pas besoin d'autant d'entretien qu'un modèle à remontage manuel. Le seul petit point faible serait le mécanisme, je dirais. En fonction du calibre dont elle est dotée, elle peut également perdre ou avancer de quelques secondes par jour, ce qui est assez contraignant. Plus le calibre sera de qualité, plus la montre sera précise et performante, mais plus elle sera chère. L'industrie horlogère suisse a fait le choix de concentrer principalement sa production sur les montres mécaniques à remontage automatique. Enfin, si elle est plus noble qu'une montre à quartz, de par ses prouesses techniques et artisanales, ce qui explique son coût assez élevé, la montre mécanique est toutefois plus fragile et demande une révision tous les 4 à 5 ans environ. Elle est également moins résistante au choc. En fonction du calibre qu'elle possède, certaines sont également moins précises et peuvent accumuler un retard ou une avance de quelques secondes, même voire des minutes par jour. Passons désormais au mouvement tourbillon. Inventé et breveté en 1801 par le maître horloger français Abraham Louis Breguet, le tourbillon est l'une des complications horlogères les plus abouties de par sa complexité et l'une des plus chères que l'on puisse retrouver dans une montre. Créé pour compenser les effets de la gravitation terrestre sur la marche du mouvement, le mécanisme de tourbillon est le Graal de l'art horloger. La fabrication de cette minuscule cage mobile abritant le balancier spiral et l'échappement requiert un savoir-faire extrême et qui demande énormément de temps. À l'époque où l'on portait encore des montres dans une poche de gilet, les montres se trouvaient pratiquement toujours en position verticale. La force de gravitation avait une influence négative sur la marche du mouvement, notamment sur les oscillations du balancier et du spiral, deux organes essentiels au niveau de la précision. Pour éviter ces irrégularités, Abraham Louis Breguet eut l'idée d'enfermer le cœur de la montre, donc le balancier, le spiral et l'échappement, dans une petite cage mobile tournant sur elle-même, généralement en 1 minute. Breguet fit breveter son système en 1801. Durant tout le 19e siècle, le tourbillon est resté une complication très rare. L'essor de la montre bracelet, au 20e siècle, a posé de nouveaux défis en matière de miniaturisation. Le tourbillon s'est imposé comme un symbole de l'excellence horloger et les montres avec tourbillon ont tendance à se multiplier. Mais seule une poignée de manufactures, d'ateliers et d'artisans sont véritablement en mesure de fabriquer ce minuscule mécanisme généralement inférieur à 1 gramme. Les horlogers ne cessent de perfectionner le tourbillon en optimisant notamment son système de rotation. Ces dernières années ont vu apparaître une nouvelle génération de tourbillons dotés de plusieurs axes de rotation simultanés, sans oublier les mouvements équipés de plusieurs tourbillons. On parle de tourbillon volant quand la cage du tourbillon est maintenue par un seul axe. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si jamais vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo ou venez me la poser sur Instagram. Je mets le lien de mon Instagram dans la description de cette vidéo. Également, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao.